Chapitre 1. Le Gun Club. Pendant la guerre fédérale des États-Unis, un nouveau club très influent s'établit dans la ville de Baltimore, en plein Maryland. On sait avec quelle énergie l'instinct militaire se développa chez ce peuple d'armateurs, de marchands et de mécaniciens. De simples négociants enjambèrent leur comptoir pour s'improviser capitaines, colonels, généraux, sans avoir passé par les écoles d'application de West Point. Ils égarèrent bientôt dans l'art de la guerre, leurs collègues du vieux continent, et comme eux, ils remportèrent des victoires à force de prodiger les boulets, les millions et les hommes. Mais en quoi les Américains surpassèrent singulièrement les Européens? Ce fut dans la science de la balitiste, non que leurs armes atteignirent un peu plus haut degré de perfection, mais elles offrirent des dimensions inusitées et eurent par conséquent des portées inconnues jusqu'alors. En fait de tir rasant, plongeant ou en plein fouet, de feu d'écharpe, d'enfilade ou de revers. Les Anglais, les Français, les Prussiens n'ont plus rien à apprendre, mais leurs canons, leurs obusiers, leurs mortiers ne sont que des pistolets de poche auprès de formidables engins de l'artillerie américaine. Ceci ne doit étonner personne. Les Yankees, ces premiers mécaniciens du monde, sont ingénieurs, comme les Italiens sont musiciens et les Allemands métaphysiciens. De naissance, rien de plus naturel, dès lors, que de les voir apporter de la science, de la balistique, leur audacieuse ingénuité. De là ces canons gigantesques, beaucoup moins utiles que les machines à coudre, mais aussi étonnants et encore plus admirés. On connaît en ce genre les merveilleuses de Parrott, de Dangler, de Rodman. Les Armstrongs, les Palissy et les Treuil de Beaulieu n'eurent plus qu'à s'incliner devant leurs rivaux d'outre-mer. Donc, pendant cette terrible lutte des nordistes et des sudistes, les artilleurs tinrent le haut du pavé. Les journaux de l'Union célébraient leurs inventions et avec enthousiasme. Et ils n'étaient si minces marchands, si naïfs bodis, qui ne se cassèrent jour et nuit la tête à calculer des trajectoires insensées. Or, quand un Américain a une idée, il cherche un second Américain qui la partage. Sont-ils trois? Ils élisent un président et deux secrétaires. 4. Ils nomment un archiviste. Et le bureau fonctionne. 5. Ils se convoquent en assemblée générale. Et le club est constitué. Ainsi arriva-t-il à Baltimore. Le premier qui inventa un nouveau canon s'associa avec le premier qui le fondit et le premier qui le fora. Tel fut le noyau du Gun Club. Un mois après sa formation, il comptait 1833 membres effectifs et 30 575 membres correspondants. Une condition sine qua non était imposée à toute personne qui veut entrer dans l'association. La condition d'avoir imaginé, ou tout au moins, perfectionné un canon, à défaut de canon, une arme à feu quelconque. Mais, pour tout vous dire, les inventeurs de revolvers à 15 coups, de carabines pivotantes ou de sabres pistolets ne jouissaient pas d'une grande considération. Les artilleurs les primaient en toute consistance. L'estime qu'ils obtiennent, dit un jour un des plus savants orateurs du Gun Club, est proportionnelle aux masses de leurs canons et en raison directe du carré des distances atteintes par leurs projectiles. Un peu plus, c'était la loi de Newton sur la gravitation universelle transportée dans l'ordre moral. Le Gun Club fondé, on se figure aisément ce qui procédait en ce genre le génie inventif des Américains. Les engins de guerre prirent des proportions colossales, et les projectiles allèrent au-delà des limites permises, couper en deux les promeneurs inoffensifs. Toutes ces inventions laissèrent loin derrière elles les timides instruments de l'artillerie européenne, qu'on en juge par les chiffres suivants. Jadis, au bon temps, un boulet de 36 à une distance de 300 pieds traversait 36 chevaux pris de flanc et 68 hommes. C'était l'enfance de l'art. Depuis lors, les projectiles ont fait du chemin. Le canon Rodman, qui portait à 7000 un boulet pesant une demi-tonne, aurait facilement renversé 550 chevaux et 300 hommes. Il fut même question au Gun Club d'en faire une épreuve solennelle. Mais si les chevaux consentirent à tenter l'expérience, les hommes firent malheureusement défaut. Quoi qu'il en soit, l'effet de ces canons était très meurtrier.
et à chaque décharge, les combattants tombaient comme des épis sous le feu. Que signifiait après de tels projectiles ce fameux boulet qui, à Coutras, en 1587, mit 25 hommes hors de combat, et cet autre qui, à Zorngnov, en 1758, tua 40 fantassins, et, en 1742, ce canon autrichien de Kesselsdorf, dont chaque coup jetait 70 ennemis par terre. Qu'étaient ces feux surprenants d'Idea ou d'Austerlitz qui décidaient du sort de la bataille? Ou on avait vu bien d'autres pendant la guerre fédérale. Au combat de Gettysburg, un projectile conique lancé par un canon rayé atteignit 173 confédérés. Et au passage du Potomac, un boulet Rodman envoya 215 sudistes dans un monde évidemment meilleur. Il faut mentionner également un mortier formidable inventé par J.T. Maston, membre distingué et secrétaire perpétuel du Gun Club, dont le résultat fut bien autrement meurtrier, puisqu'à son coup d'essai, il tua 337 personnes, en éclatant, il est vrai. Qu'ajouter à ces nombres si éloquents par eux-mêmes? Rien. Aussi admettra-t-on, sans conteste, le calcul suivant, obtenu par le statisticien Pitcairn. En divisant le nombre des victimes tombées sous les boulets par celui des membres du Gun Club, il trouva que chacun de ceux-ci avait tué pour son compte une moyenne de 2375 hommes et une fraction. À considérer un pareil chiffre, il est évident que l'unique préoccupation de cette société savante fut la destruction de l'humanité, dans un but philanthropique, et le perfectionnement des armes de guerre considérées comme instruments de civilisation. C'était une réunion d'anges exterminateurs, au demeurant les meilleurs fils du monde. Il faut ajouter que ces Yankees, braves à toute épreuve, ne s'en tirent pas seulement aux formules et qu'ils payèrent de leur personne. On comptait parmi eux des officiers de tout grade, lieutenants ou généraux des militaires de tout âge, ceux qui débutaient de leur carrière des armes et ceux qui veilleraient sur leurs affûts. Beaucoup restèrent sur le champ de bataille, dont les noms figuraient au livre d'honneur du Gun Club, et de ceux qui revirent la plupart portaient les marques de leur indiscutable intrépidité. Béquilles, jambes de bois, bras articulés, mains accrochées, mâchoires en caoutchouc, crâne en argent, nez en platine. Rien ne manquait à la collection, et le susdit Pitcairn calcula également que dans le Gun Club, il n'y avait pas tout à fait un bras pour 4 personnes, et seulement 2 jambes pour 6. Mais ces vaillants artilleurs n'y regardaient pas de si près, et ils se sentaient fiers à bon droit, quand le bulletin d'une bataille relevait un nombre de victimes décuple de la quantité de projectiles dépensés. Un jour, pourtant triste et lamentable jour, la paix fut signée par les survivants de la guerre. Les détonations cessèrent peu à peu. Les mortiers se turent, les obusiers muselés pour longtemps, et les canons, la tête basse, rentrèrent aux arsenaux. Les boulets s'empilèrent dans les parcs, les souvenirs sanglants s'effacèrent, les cotonniers poussèrent magnifiquement sur les champs, largement engraissés. Les vêtements de deuil achevèrent de s'user avec les douleurs, et le Gun Club demeura plongé dans un désœuvrement profond. Certains piocheurs de travailleurs acharnés se livraient bien encore à des calculs de balistique. Ils rêvaient toujours de bombes gigantesques et d'obus incomparables. Mais sans la pratique, pourquoi ces vaines théories? Aussi, les salles devenaient désertes. Les domestiques dormaient dans les antichambres, les journaux mouvissaient sur les tables, et les coins obscurs retentissaient de ronflements tristes. Et les membres du Gun Club, jadis si bruyants, maintenant réduits au silence par une paix désastreuse, s'endormaient dans les rêveries de l'artillerie platonique. « C'est désolant, dit un soir le brave Tom Hunter, pendant que ses jambes de bois se carbonisaient dans la cheminée du fumoir. Rien à faire, rien à espérer. Quelle existence fastidieuse. Où est le temps où le canon vous réveillerait chaque matin par ses joyeuses détonations? Ce temps-là n'est plus, répondit le fragant Bisley, en cherchant à se détirer les bras qui lui manquaient. C'était un plaisir alors. On éventait son obusier et à peine fondu, on courait l'essayer devant l'ennemi. Puis on rentrait au camp avec un encouragement de Sherman ou une plongée de main de McClellan.
Mais aujourd'hui, les généraux sont retournés à leur comptoir, et au lieu de projectiles, ils expédient d'inoffensives balles de coton. Ah, par sainte barbe, l'avenir de l'artillerie est perdu en Amérique. Oui, Bisley, s'écria le colonel Bloomberry. Voilà de cruelles déceptions. Un jour, on quitte ses habitudes tranquilles, on s'exerce au maniement des arbres, on abandonne Baltimore pour les champs de bataille, on se conduit en héros, et 2 ans, 3 ans plus tard, il faut perdre le fruit de tant de fatigue, s'endormir dans une déplorable oisiveté, et se fourrer ses mains dans ses poches. Quoi qu'il ait pu dire, le vaillant colonel lui est fort empêché de donner une pareille marque de désœuvrement, et cependant, ce n'était pas les poches qui lui manquaient. Et nulle guerre en perspective, dit alors le fameux J.T. Maston, en grattant de son crochet de fer son crâne en gutta-percha. Pas un nuage à l'horizon, et cela quand il y a tant à faire dans la science de l'artillerie. Moi qui vous parle, j'ai terminé ce matin une épure, avec plan, coupe et élévation, d'un mortier destiné à changer les lois de la guerre. Vraiment répliqua Tom Hunter, en songeant involontairement au dernier essai de l'honorable J.T. Maston. Vraiment, répondit celui-ci. Mais à quoi servir autant d'études menées à bonne fin, tant de difficultés vaincues? N'est-ce pas travailler en pure perte? Les peuples du Nouveau Monde semblent se donner le mot pour vivre en paix, et notre belliqueux tribune en arrive à pronostiquer des prochaines catastrophes, dues à l'accroissement scandaleux des populations. Cependant, Maston, reprit le colonel Bloomberry, on se bat toujours en Europe pour soutenir le principe des nationalités. Eh bien, il y aurait peut-être quelque chose à tenter là-bas. Et si l'on acceptait nos services? Y pensez-vous? S'écria Billspley. Faire de la balistique au profit des étrangers. Cela vaudrait mieux que de ne pas s'en faire du tout, riposta le colonel. Sans doute, dit J.T. Maston. Cela vaudrait mieux, mais il ne faut même pas songer à cette expédition. Et pourquoi cela? Demanda le colonel. Parce qu'ils ont, dans le vieux monde, des idées sur l'avancement qui contredirait toutes nos habitudes américaines. Ces gens-là ne s'imaginent pas qu'on puisse devenir général en chef avant d'avoir servi comme sous-lieutenant. Ce qui reviendrait à dire qu'on ne saurait être bon pointeur, à moins d'avoir fondu le canon soi-même. Or, c'est tout simplement absurde, répliqua Tom Hunter, en déchiquetant le bras de son fauteuil à coups de Bowie knife. Et puisque les choses en sont là, il ne reste plus qu'à planter du tabac ou à distiller de l'huile de baleine. Comment? S'écria J.T. Maston d'une voix retentissante. Ces dernières années de notre existence, nous les emploierons pas au perfectionnement des armes à feu. Une nouvelle occasion ne se racontera pas d'essayer la portée de nos projectiles. L'atmosphère ne s'illuminera plus sous nos éclairs de nos canons. Il ne surgira pas d'une difficulté internationale qui nous permettrait de déclarer la guerre à quelque puissance transatlantique. Les Français ne couleront pas un seul de nos steamers, et les Anglais ne prendront pas, au mépris des droits des gens, 3 ou 4 de nos nationaux. Non, Maston, répondit le colonel Bloomberry. Nous n'aurons pas ce bonheur. Non. Pas un de ces incidents ne se produira, et se produisit-il. Nous n'en profiterons même pas. La susceptibilité américaine s'en va de jour en jour, et nous tombons en quenouille. Oui, nous nous humilions, répliqua Bimsley. Et on nous humilie, riposta Tom Hunter. Tout cela n'est que trop vrai, répliqua J.T. Maston, avec une nouvelle véhémence. Il y a dans l'air 1000 raisons de se battre, et l'on ne se bat pas. On économise des bras et des jambes, et cela au profit de gens qui ne savent que faire. Et tenez, sans chercher si loin d'un motif de guerre, l'Amérique du Nord n'a-t-elle pas appartenu autrefois aux Anglais? Sans doute, répondit Tom Hunter, en tissonnant avec rage du bout de sa béquille. Eh bien, reprit J.T. Maston, pourquoi l'Angleterre à son tour n'appartient-il pas aux Américains? Ce ne serait que justice, riposta le colonel Bloomberry. Allez proposer cela au président des États-Unis, s'écria J.T. Maston, et vous verrez comme il vous recevra. Il nous recevra mal, murmura Billspley, entre les 4 dents qu'il avait sauvées de la bataille. Par ma foi, s'écria J.T. Maston, aux prochaines élections, il n'a que faire de compter sur ma voix.
Ni sur les nôtres, répondirent d'un commun accord ces belliqueux invalibles. En attendant, reprit J.T. Maston, et pour conclure, si l'on ne me fournit pas l'occasion d'essayer mon nouveau mortier sur un vrai champ de bataille, je donne ma démission de membre du Gun Club, et je cours m'enterrer dans les savanes de l'Arkansas. Nous vous suivrons, répondirent les interlocuteurs de l'audacieux J.T. Maston. Or, les choses en étaient là. Les esprits se montraient de plus en plus, et le club était menacé d'une dissolution prochaine, quand un événement inattendu vint empêcher cette regrettable catastrophe. Le lendemain même de cette conversation, chaque membre du cercle recevait une circulaire libérée en ces termes. Baltimore 3, octobre. Le président du Gun Club a l'honneur de prévenir ses collègues qu'à la séance du 5 courant, il leur fera une communication de nature à les intéresser vivement. En conséquence, il est pris tout à fait cessant de se rendre à l'invitation qui leur est faite par la présence. Très cordialement, leur MP Barbicane, PGC.